Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue pour ce webinaire sur la conformité RGPD dans les systèmes SAP d'un point de vue opérationnel. Donc, pour cette présentation, TNP et TJC Group vont intervenir. Thierry, je te passerai la parole juste avant sur un plan logistique. Sur la plateforme, vous verrez que vous pouvez poser des questions. Soit nous y répondrons en direct, soit nous y répondrons à la suite du webinaire. Vous pouvez également, vous avez un chat pour échanger, et puis nous vous proposons également un petit sondage avec 3 questions que nous vous proposerons durant la présentation. Voilà, donc TNP, en 2 mots, c'est une société de conseil indépendant, une société française qui est spécialisée dans les transformations opérationnelles, réglementaires et digitales des entreprises. TNP a été créée en 2007. Et moi-même, je suis Florence Bonnet et je travaille au sein de TNP où je m'occupe de l'offre et de l'équipe protection, en charge de la protection des données personnelles. Et je suis en présence de Thierry. Je vais peut-être présenter TJC, Thierry. Oui, TJC Group, c'est une société que j'ai créée. C'est également une société française, également comme TNP, avec un certain nombre de filiales à l'étranger. Nous sommes spécialisés sur les archivages de données, plus particulièrement les archivages SAP, donc données, documents, ILM, donc GDPR, sujet d'aujourd'hui, arrêt de système. Voilà. Voilà, et donc juste pour compléter sur TNP, TNP a notamment une expertise plus large autour de SAP, notamment pour tout ce qui est les migrations vers SAP S4HANA, dont vous pouvez voir le détail ici sur ce slide. Voilà, donc aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur l'aspect gestion des durées de conservation, de l'archivage et de la suppression des données au sein de SAP. Donc, ce qui nous a semblé important pour bien comprendre la problématique, c'est d'abord de poser le sujet en termes de RGPD. Et le sujet, nous allons le voir sous l'angle durée de conservation, anonymisation et puis droit des personnes. Pour comprendre ensuite les impacts opérationnels et les impacts sur le système d'information et en particulier dans SAP. Donc, un petit rappel quand même, c'est que les données personnelles ne peuvent être conservées dans le système d'information que pour une durée limitée. Donc, ça, c'est la règle. Et la durée de conservation, elle est déterminée en fonction de la finalité, c'est-à-dire l'objectif pour lequel on a collecté les données personnelles. Or, cet objectif, il va être différent en fonction des traitements. Par exemple, la gestion des commandes, la gestion des factures, la gestion des candidatures, sont autant de finalités qui font qu'on aura des durées de conservation qui devront être déterminées et qui seront différentes. Et donc, une fois que cette finalité ou cet objectif est atteint, eh bien, les durées personnelles doivent être supprimées ou anonymisées ou archivées si on a besoin de les utiliser pour autre chose, par exemple en archivage, ce qu'on appelle intermédiaire, à des fins par exemple en cas de contentieux, si on en a besoin dans le cas d'un contentieux, ou à des fins de preuve, en fonction des durées qui sont déterminées par la loi. Voilà, donc il faut bien avoir en tête qu'on a à la fois les données qui sont nécessaires dans le cadre de la production, et on va parler des bases actives. Une fois qu'on n'en a plus besoin, elles doivent être soit supprimées, soit archivées, et l'archivage va être intermédiaire, si on en a besoin, donc comme on disait, pour des raisons légales, par exemple, et ensuite, les données doivent être supprimées. Les données personnelles, bien sûr. Donc, l'impact juridique, c'est qu'il faut qu'on ait déterminé, bien sûr, les durées de conservation pour chaque catégorie de données personnelles en fonction de ses finalités. Souvent, si l'entreprise a une activité qui est au-delà du cadre du territoire national, eh bien, il peut avoir un impact de la législation locale à prendre en compte, puisque les durées peuvent être différentes selon les législations locales. Et donc, le RGPD va s'appliquer tant que les données ne seront pas supprimées ou anonymisées.
Et l'impact opérationnel, eh bien, cela veut dire qu'il va falloir déterminer les rôles et les responsabilités au sein de l'entreprise. Donc, qui va s'occuper, par exemple, d'archiver soit mensuellement, hebdomadairement ou annuellement, qui va vérifier que les données soient bien archivées ou que les données soient bien supprimées, comme c'est prévu donc par le référentiel. Et donc, par exemple, quand on passe en archivage intermédiaire, il faut qu'on ait une séparation physique ou logique. Donc, les personnes qui avaient accès aux données en base de production ne doivent pas être les mêmes que celles qui auront accès aux données qui sont archivées. Donc, on comprend qu'on a un impact sur le système d'information, un impact IT, puisque au départ, déjà, ça implique d'avoir cartographié les données personnelles. Donc, il faut que je sache où sont mes données, quelles données j'ai dans l'ensemble de mes environnements, recettes, tests, pré-production, production, y compris, par exemple, dans les zones commentaires libres, puisqu'on peut avoir, par exemple, des sujets au niveau des champs qui sont détourés de leur usage. Ensuite, il faut évaluer la capacité de suppression des données. Et dans les progiciels, en fait, donc il faut voir avec l'éditeur les règles de gestion et ce qu'il est possible de faire ou pas. Et ensuite, il faut désigner des responsables pour mettre en œuvre ces règles. Donc, ensuite, on va aussi faire attention, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé de supprimer et qu'on va appliquer la règle, il faut être sûr qu'on ne supprime pas par erreur. Donc, il faut peut-être aussi avoir des systèmes qui permettent de bloquer la réalisation de ce type d'erreur. Voilà, donc l'autre possibilité, puisque la durée de conservation est limitée, la durée de conservation, elle porte sur la donnée personnelle. Donc, à partir du moment où une donnée n'est plus personnelle, eh bien, elle n'est plus soumise au RGPD. Et donc, c'est pour ça que l'anonymisation peut aussi être une solution pour respecter le principe de durée de conservation limitée. Donc, l'anonymisation, on doit bien la distinguer de la pseudonymisation, puisque la pseudonymisation, en fait, ça va toujours permettre d'identifier la personne d'une façon indirecte. Donc, la pseudonymisation, on ne peut plus l'identifier de façon directe, mais dans tous les cas, on pourra, avec des informations supplémentaires, même si elles ne sont pas détenues par l'organisation elle-même, eh bien, on pourra identifier la personne. Donc, l'anonymisation, c'est quelque chose qui est irréversible, en fait, à la différence de la pseudonymisation. Alors, l'impact opérationnel, c'est que il faut identifier les informations qui sont à conserver selon leur pertinence. Donc, la question à se poser, c'est vraiment de quelles données j'ai vraiment besoin. Et toujours, on fait ce lien avec la finalité du traitement en matière de données personnelles. Il faut supprimer les éléments d'identification directe et puis également les valeurs rares qui pourraient permettre une réidentification facile des personnes. Par exemple, on imagine que l'adresse d'une personne dans une région à faible densité de population permet d'identifier la personne. Et également, on va définir la finesse idéale et acceptable pour chaque information conservée. Par exemple, est-ce que j'ai besoin de savoir que la personne est majeure ou mineure, ou est-ce qu'il faut que je connaisse son âge simplement, ou que j'ai sa date de naissance? On voit bien qu'on a trois niveaux de granularité différents. Et enfin, au niveau de l'impact IT, donc comme on le disait, il faut s'assurer que cette anonymisation soit vraiment irréversible. Donc, on a en quelques mots, donc, que disent les autorités? Donc, on sait qu'il n'y a pas une seule, mais plusieurs méthodes d'anonymisation et que donc, il faudra tenir compte de plusieurs facteurs, notamment de la nature des données et la sensibilité des données, à chaque fois de l'objectif de l'anonymisation, et puis également du contexte qu'on doit prendre en compte, donc la taille de l'échantillon, la disponibilité d'informations publiques qui pourraient permettre de réidentifier les personnes, par exemple, les destinataires des données, et également les mécanismes de contrôle qu'on va mettre en place. Donc, chaque fois, il faut, si on choisit cette option, il faut mener une analyse de risque de réidentification. Donc, ça c'est important parce qu'on voit bien la frontière sur le schéma. Si on a anonymisé, donc pas de réidentification possible, c'est-à-dire pas possible de relier un individu, pas
possible de déduire qu'il s'agit d'un individu ou d'isoler les informations relatives à une seule personne qui permettrait de l'identifier. Donc, si on est vraiment dans ce cas-là, à ce moment-là, le RGPD ne s'applique plus. En revanche, si on ne remplit pas ces conditions, le RGPD va s'appliquer. Donc, pour terminer, par rapport à ces exigences du règlement et de la loi, on l'a dit, la frontière entre anonymisation et pseudonymisation n'est pas toujours évidente, puisqu'on peut estimer que finalement, il y aura toujours un risque de réidentification à un moment ou à un autre. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que finalement, avec l'ensemble des moyens existants, quel est le risque raisonnable que ces moyens soient mis en œuvre pour réidentifier. Et donc, la réidentification, en fait, devrait être si lourde en termes de coûts, de temps, de main-d'œuvre et de capacité des attaquants qu'elle apparaîtrait impossible. Donc, on voit bien qu'on est sur une évaluation en termes de probabilité et de gravité de réidentifier la personne pour pouvoir dire, OK, c'est anonymisé ou ça ne l'est pas. Et puis, bien sûr, on regarde aussi l'impact que cela aurait sur la divulgation des informations sur les individus. Donc, voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire par rapport à ça et ce qui est important, puisqu'on le comprend, pour respecter cette durée de conservation, soit on supprime la donnée personnelle, soit on supprime le caractère personnel de la donnée. Et là, c'est l'anonymisation, en fait. Voilà, pour terminer sur cet aspect réglementaire, on a aussi le sujet des droits des personnes. Donc là ce n'est pas exhaustif, puisque les personnes ont d'autres droits, mais on a également l'obligation de répondre, par exemple, à une demande d'effacement des données. Donc là, on ne parle pas de règles qu'on aurait paramétrées, mais c'est une demande qui peut arriver à n'importe quel moment d'une personne qui, si sa demande, bien sûr, est éligible, hein, donc l'effacement ne sera pas possible dans tous les cas parce que l'entreprise peut avoir un intérêt légitime à conserver les données ou une obligation légale à les conserver, mais lorsque sa demande est légitime, eh bien, on doit supprimer toutes les données concernant une seule personne où que ces données se trouvent, c'est-à-dire dans n'importe quel environnement. Et par ailleurs, le droit à la limitation des données également, donc il se peut que dans certains cas, la personne soit en droit de demander à ce que ces données, l'usage de ces données, l'utilisation de ces données soit limitée. Et là aussi, il faut être en capacité, dans le système d'information, de limiter l'usage des informations de cette personne. Donc, on voit aussi qu'on a des impacts juridiques qui sont sur déterminer, par exemple, l'éligibilité des demandes des personnes. Également apporter la preuve, par exemple, preuve de la suppression de la donnée dans le système d'information, preuve également que les données soient bien limitées. Et puis, on a des impacts opérationnels. Donc là aussi, il faut être capable de retrouver toutes les informations de la personne dans tous les environnements concernés. Et également apporter la preuve, donc on l'a dit, de cette suppression. Et aussi être en capacité de protéger les autres données qui sont relatives à des tiers. C'est-à-dire que si une personne, par exemple, demande à supprimer ces données, mais que avec ces données, il y a aussi des données relatives à des tiers, eh bien, il faut faire le distinguo pour ne pas supprimer les données du tiers, par exemple. Et puis enfin, sur l'impact IT, donc, il faut être en capacité de supprimer ou de geler l'exhaustivité des données personnelles qui sont éligibles, y compris les métadonnées, par exemple, sans supprimer, par contre, les données qui ne sont pas éligibles. Donc là aussi, on voit qu'il y a une gymnastique et ce n'est pas évident sur le plan à mettre en œuvre. Et enfin, il faut également démontrer l'efficacité des mesures qui ont été prises pour répondre à la demande de la personne. Donc là aussi, on voit qu'on doit en apporter la preuve. Donc c'est par rapport à toutes ces exigences qu'on va voir comment, pratiquement, eh bien, on va pouvoir mettre en œuvre dans SAP, en fait, techniquement, comment TVC va pouvoir nous aider à rester en conformité. Alors peut-être une première question par rapport au sondage qu'on voulait vous proposer. La première question serait la suivante. Avez-vous déjà traité
le projet de la conformité des durées de conservation des données personnelles dans SAP. Donc, vous pouvez aller en haut à droite dans l'outil, vous avez une petite flèche et vous avez une rubrique sondage qui va vous permettre de répondre à la question qui va vous être posée. Donc là, je vous propose, je passe la main à Thierry. Merci Florence. Oui, merci Florence. En fait, vous allez même avoir une deuxième question qui va s'afficher dans le sondage. Je vous rassure, on n'aura que 3 questions en totalité. La deuxième question sera une question de savoir comment vous avez traité l'ERP par rapport à votre projet GDPR. Est-ce que vous avez traité l'ERP en premier? Est-ce que vous avez traité l'ERP en même temps que d'autres applications, votre site web par exemple, votre site de e-commerce? Ou est-ce que vous avez adressé la partie ERP après? Ou bien est-ce que tout simplement vous ne l'avez pas appliqué? Donc, pour rebondir donc, sur la présentation de Florence, comment on traduit ça dans un monde SAP? Donc aujourd'hui, on prend un exemple, l'ERP, et on prend sans doute ce qui est l'ERP le plus complexe aujourd'hui, qui est l'ERP SAP. Alors j'espère que personne parmi vous n'a le moindre doute, tout ERP SAP comporte des données personnelles, plus ou moins, mais vous avez forcément dans un ERP SAP des données personnelles. Donc je vais finir en reprenant les impacts IT du slide précédent de Florence, mais avant, on va venir présenter quelques éléments sur SAP. On a un public varié avec des DPO, des informaticiens. Donc, pour commencer, d'abord, dans un système SAP, pour le faire vivre, il faut ce que les informaticiens vont appeler un paysage, c'est-à-dire un ensemble de systèmes qui permettent de tester la solution avant d'aller en production. Donc, d'abord, nous avons SAP ERP Dev, le système de développement, où on a des éléments techniques comme le paramétrage du système, etc. Ici, il n'y a pas de données personnelles, donc on n'a pas une difficulté sur cette partie développement. Ensuite, nous avons des systèmes de test et de qualité qui vont permettre de tester le système ou les nouvelles fonctionnalités. Là-dessus, parfois, souvent, il nous faut des données réelles. Donc, notre difficulté, dans le cadre du GDPR, elle commence avec les systèmes qui sont des copies, totales ou partielles, de systèmes productifs. Et on en a besoin. Pour ces copies de production, il y a sur le marché des solutions d'anonymisation de la donnée. Quand on a peu de données personnelles, parfois quelques programmes spécifiques peuvent suffire. Donc, des fois, vous pouvez le faire par vous-même quand on a la chance d'être sur un périmètre assez réduit. Alors, une des difficultés, on ne va pas tout aborder, mais une des difficultés tout de même, c'est que l'utilisateur d'un système test, il a souvent aussi accès au système productif. Et la différence, c'est qu'il a plus d'autorisation en test, d'où le risque de réidentification dont parlait Florence tout à l'heure. Et là, vous avez une petite difficulté qui est un peu nouvelle dans le monde SAP. Donc, s'assurer qu'une donnée est véritablement anonymisée est parfois un peu plus compliqué qu'on ne l'imagine. Là, on parle de pseudo-anonymisation. En production, les choses sont différentes. C'est très clair, SAP n'autorise pas que l'on modifie directement les données du standard SAP. Si on est un éditeur de solutions, qu'on fait un add-on et qu'on fait ça, on n'est pas certifié par SAP. Donc là, c'est très clair, on n'a pas le droit de le faire. Donc, il n'est pas possible d'anonymiser le ERP SAP en production tant que SAP en assure la maintenance. Si c'est un vieux système qui est plus maintenu, vous pouvez le faire, mais c'est quand même un cas assez rare. Donc, SAP propose du data masking, donc pour un champ, dans une table, pour certains écrans, dans certaines transactions. On peut le masquer ou le masquer partiellement. Mais vu la multiplicité des accès aux données qu'on va trouver dans SAP, par l'interface GUI classique, par les a priori, par les API, ce data masking est très peu utilisé en pratique. On peut aussi utiliser l'archivage de données au sens SAP, donc enlever des données volumineuses et les stocker dans des fichiers plats propriétaires. C'est une option. Alors, c'est une option qui a le bon goût de procurer également du ROI. Hein, l'archivage classique de données au sens SAP, ça amène du ROI. Mais c'est une démarche qui ne suffit pas forcément. On ne sait pas tout traiter avec ça et c'est pour ça que SAP a fait évoluer l'archivage de données SAP, aussi appelé l'archivage technique SAP, pour le compléter par des fonctionnalités ILM, Information Lifecycle Management, dont on parlera un peu plus tard. La question du blocking est importante, on en parlera aussi plus tard. J'ai juste
2 remarques à faire avant de passer à la suite. Si vous avez fait des fusions de sociétés, du M&A ou des carve-out dans SAP, vous aurez peut-être des backups de système avant fusion. C'est un cas particulier qu'il faut traiter parce que si vous avez des backups avec des données personnelles, il faudra aussi les traiter. Et ma deuxième remarque, elle est d'être attentif aux effets de bord. Supprimer des données dans un ERP, ça peut aussi amener à des états BW qui sont faussés, suivant comment c'est travaillé. Donc, si je dois faire, donc, outre ces 2 remarques-là, si je veux conclure sur ça, il y a plusieurs solutions possibles, mais clairement l'anonymisation, oui, pour des copies de production, mais en production, c'est certainement pas la solution miracle. Donc, quelle est la recommandation SAP en production? La recommandation de SAP, c'est SAP ILM. C'est également la recommandation de TJC, hein, clairement, et ça permet de mettre en place la destruction des données que SAP appelle le retention management. Donc, petit point, quand on parle de SAP, souvent on parle de licence. Donc, en termes de licence, tant que vous n'utilisez SAP ILM que pour le RGPD, et très franchement, c'est l'utilisation du SAP ILM est utilisé pour le RGPD quasi exclusivement. Donc, tant que vous ne l'utilisez que pour ça, la licence, alors on ne va pas dire qu'elle est gratuite, mais son prix est nul. C'est la terminologie que va utiliser SAP. Alors ensuite, il y a quelques règles pour éviter d'avoir des coûts supplémentaires, mais rien de bien méchant, ce sont des choses qui se gèrent. Hein, pour les Sapiens, il y a la notion de la base de données pour le ILM Store, etc. Donc, il y a quelques petits pièges, mais ça se gère. Donc, c'est la solution, c'est inclus dans l'ERP, et la licence n'est pas gratuite, mais son prix est nul. Alors, une chose importante peut-être, c'est de reprendre maintenant les termes de la CNIL, hein, base active, archivage intermédiaire, archive définitive. Ça, ce sont des notions qu'on va retrouver dans SAP, mais la terminologie va être différente. La principale différence d'ailleurs, c'est que ces données-là, elles vont rester dans un seul et même système. C'est-à-dire que les 3 bases actives, archives intermédiaires, archives définitives vont rester dans le même système SAP, dans la même base de données. Alors, si on reprend ça pour faire simple, un client qui ne vous a pas encore payé, il reste en phase active même s'il prétend le contraire. Et le processus SAP suit son cours jusqu'à ce qu'il soit achevé, pour faire simple, que vous ayez été payé. Et c'est ce qu'on va appeler le end of purpose. C'est la fin de l'utilisation du processus. Va venir ensuite une période où les données sont conservées pour des raisons de reporting, des raisons d'audit ou pour le respect d'une législation quelconque, hein, souvent les réponses aux contrôles fiscaux, et où là, on va garder l'information, mais en affichage uniquement et avec certaines autorisations. Et au-delà de cette période, quand on n'a plus de raison de conserver la donnée pour un certain nombre d'utilisations, ça va être la end of retention period, et à partir de là, la suppression de la donnée est effectivement possible. Alors, vous noterez, hein, la terminologie SAP fait un contresens, pour des raisons marketing. On n'a pas besoin de définir le début d'une rétention, mais la end of retention period, c'est bien le moment où on a obligation de détruire ces informations au sens du GDPR. La rétention, c'est ce qui se fait par défaut dans une base de données. Une petite question de terminologie. Donc, on retrouve bien les concepts de la CNIL, simplement avec des mots différents. Donc, SAP ILM, c'est bien la solution qui permet de faire de la suppression de données dans le monde SAP. Pour ce faire, SAP a rajouté de nouvelles autorisations. Si je suis commercial dans l'entreprise, je n'ai plus accès à un client qui a fait valoir ses droits au sens du GDPR. Je ne peux plus lui envoyer une offre, je ne peux plus voir ce que j'ai fait avec lui. Mais si je suis un auditeur, je peux encore avoir besoin d'accéder à ces données, par exemple, pour un contrôle fiscal. Et au-delà des périodes de conservation, si je suis en litige, si j'ai un procès, avec ce client, j'ai un legal case au sens anglais, alors le juriste a parfois un accès encore plus long du fait des procédures judiciaires. Donc, on a différents types d'autorisations et SAP a rajouté des autorisations pour les auditeurs, rajouté des autorisations pour les juristes. Un petit warning ici, j'en profite. Parfois, on a affaire à des intégristes dans les projets SAP qui considèrent qu'au-delà de 3 ans, on peut supprimer toutes les données. Un ERP n'a pas besoin de
de garder de données, c'est une vision très dangereuse pour un projet RGPD. Et ça peut s'avérer très coûteux en temps d'audit. Un ERP, ce n'est pas une caisse enregistreuse. Donc, pour revenir aux terminologies de la CNIL, l'archivage intermédiaire va être protégé par ce que nous, on va appeler dans SAP le SAP ILM blocking. Et l'archive définitive se définit avec ce qu'on appelle SAP Legal Hold, ou tout simplement en ne lançant pas les jobs de suppression. Donc, on arrive comme ça à matcher les définitions des juristes et les définitions de SAP. Donc, on a 4 possibilités pour traiter de la donnée. L'essentiel de ces options, c'est anonymiser les copies de production. Et pour les solutions de production, utiliser SAP ILM pour détruire la donnée. On a 2 options un peu plus marginales. L'archivage technique SAP, le bon vieil archivage de données SAP, ça marche bien, mais malheureusement uniquement dans des cas très simples, mais vous pouvez aussi avoir de la chance. Et le développement de quelques programmes spécifiques lorsque les systèmes ne sont plus sous maintenance, ce qu'on appelle les systèmes legacy. Mais surtout anonymisation en copie de production, SAP ILM en production. Alors, pardon, excuse-moi Thierry, oui. pour revenir sur l'archivage, oui. Quand on dit archivage définitif, au sens de CNIL, en fait, ça concerne des cas très limités qui sont essentiellement le secteur public pour quand l'entité doit répondre à des obligations du Code du patrimoine. Oui, sinon, voilà, dans le secteur privé, on ne va pas avoir d'archivage définitif. En fait, oui, il y a différents cas de figure. Techniquement, ça va être dans le cas de SAP traité soit par on ne lance pas les programmes de suppression, soit par on met un legal hold, donc on bloque la destruction de certains objets, comme ça on est sûr qu'ils ne seront pas détruits. Concrètement, j'achète un siège social. Je peux décider que les données et les documents relatifs à l'achat de ce siège social ne seront pas détruits, même si par ailleurs tout mon processus d'achat est supprimé après 10 ans. Peu importe la donnée, hein, je ne dis pas que 10 ans c'est la bonne durée, mais voilà. Pas forcément la donnée personnelle dans tous les cas. Voilà, le même sens juridique peut avoir bien sûr un sens commun au sens SAP. On n'utilise pas les mêmes mots, ce qui fait l'intérêt de ce qui fait l'intérêt aussi du webinaire. Merci. Donc, prenons ce qu'on entend parfois, des fois on entend que la suppression de données d'un ERP n'est pas faisable. Donc je pense que ça, c'est une question qu'il faut traiter. Est-ce que la suppression des données d'un ERP n'est pas faisable? En fait, elle est faisable, mais il faut comprendre comment fonctionne cette base de données d'un ERP. C'est une base de données qu'on appelle intégrée. Donc je ne peux supprimer un client s'il y a encore des commandes. Je ne peux pas supprimer des commandes si les livraisons ne sont pas finies. Donc, je vous ai mis un exemple qu'on a tiré d'un de nos clients. On a bien sûr anonymisé ça. Mais ici, nous avons une commande. Cette commande a fait l'objet d'une livraison. Cette livraison a été prise sur un quai de déchargement. On a des handling units, donc il y a eu un emballage ou une palette, palettisation. Il y a eu un mouvement de stock de sortie. Il y a eu une facture SD qui a été faite. Ça a généré une écriture comptable. Mais il y a eu un retour du client. Le mouvement de retour a été fait, mais le traitement du retour est encore being processed. C'est l'avant-dernière ligne. À la fin, vous voyez, tout est complete, mais il y a un being processed. Donc, de manière logique, vous ne pouvez pas archiver cette commande parce qu'à un moment donné, vous avez un process qui n'est pas terminé. Et ça bloque tout. Donc, des fois, c'est pour ça que c'est un peu difficile des fois, mais parce qu'il y a une logique dans le business process et que bien sûr, on ne peut pas casser des business process en supprimant, je dirais un peu aléatoirement, des données. Donc, nous, il y a un certain nombre de participants qui nous connaissent. Donc, vous savez qu'on a l'habitude de s'engager sur des projets d'archivage classiques avec un objectif de gain en volume et qu'on garantit un taux d'archivage moyen pondéré de 95%. Ça, c'est uniquement quand on a besoin de ROI et de gagner en volume. Et on est, je pense, les seuls à le faire. Il y a beaucoup de projets d'archivage qui ne mesurent même pas leur ratio de résultat. Donc, quand on ne mesure rien, on est tranquille, on n'a pas de mauvaise surprise. Et donc, on voit bien que là, dans un cas de suppression d'un client, on n'a pas besoin de 95, on a sur une douzaine d'objets besoin de faire du 100%. Donc, on n'est plus sur la même
complexité, mais ça se traite. Ce sont des business process et c'est pas de la magie. Autre chose, je voulais quand même vous montrer une règle de gestion ILM. Mon but ici, c'est pas de vous montrer comment fonctionne SAP ou SAP ILM, simplement de montrer qu'il est possible de créer des règles de gestion. Donc là, il y en a une règle ZJPC. La question qui va se poser est de définir ces règles dans un projet. Donc là, j'ai une règle qui dit qu'après 10 ans, 10 ans fin d'année civile, je vais devoir supprimer les données. Alors, ensuite, il me restera à dire quelles données, quel objet en termes SAP. Et je veux bien sûr superposer plusieurs règles. Je peux avoir une règle de rétention qui s'applique à toutes les écritures comptables, mais une autre, plus restrictive, qui peut concerner les écritures d'immobilisation, par exemple. Alors, on a une question aussi. On a une question que je te soumets, comme ça tu pourras aussi y répondre. Est-ce que SAP ILM peut répercuter la suppression des données uniquement sur les master data ou également dans les pistes d'audit, par exemple historique de modifications réalisées? Alors, on peut réaliser la suppression des données sur les master data, client, fournisseur, business contact, business partner. Mais bien sûr, pour supprimer ces données, il faut avoir supprimé les transactions qui ont utilisé ces données. Et je vais vous montrer tout à l'heure, il y a eu end of purpose check, donc on peut s'assurer que les process sont bien terminés. Donc oui, on peut répercuter la suppression des données. La question de la piste d'audit, on sait également traiter les questions des pistes d'audit. Par exemple, juste pour donner un exemple, certains d'entre vous ont des applications GRC. Ces applications GRC supervisent les ERP et génèrent des pistes d'audit qui peuvent aussi être traitées par SAP ILM dans vos applications SAP GRC. Donc, oui aux deux questions. Une autre question, comment peut-on savoir à l'avance si oui ou non on aura besoin de données dans le futur, par exemple pour un fournisseur? Je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire si un fournisseur si une donnée particulière, je peux savoir que j'ai terminé le processus. Et je peux donner un certain nombre de règles qui me font dire, au-delà d'une certaine période, je ne peux plus avoir de litige, je n'ai pas besoin d'utiliser la donnée, etc. Donc, on peut savoir quand une donnée existence pour un fournisseur n'est plus utile. Ensuite, si un fournisseur vous dit de supprimer un certain nombre de données, à ce moment-là, on va pouvoir enlever les données concernant ce fournisseur-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Voilà. Si je reviens à la présentation, un point important, on a, TJC, à notre connaissance, jamais constaté de cas où la CNIL avait remis en question des règles. C'est-à-dire où la CNIL avait dit, vous avez dit que c'était 10 ans fin d'année civile, mais c'était plutôt 10 ans fin d'année fiscale, ou c'était 9 ans. Alors, je ne suis pas un expert de la CNIL, c'est Florence, mais on n'a jamais constaté ça. Donc, il vaut probablement mieux s'assurer que les contraintes fiscales et réglementaires sont respectées en étant un peu plus large dans la conservation. Le principe, c'est que je supprime si je suis contraint et non pas je tente de tout supprimer. C'est plus simple et c'est moins cher. Donc, on a cette flexibilité dans la définition des règles qui est quand même pratique. Après, dans la définition des règles, on a deux solutions. C'est-à-dire, soit on a une durée qui est fixée par la loi et là, on ne peut pas y déroger, de toute façon. Donc, en matière de preuve, on a des débuts de délai de prescription et des durées donc, qui sont déterminées. Et puis après, il y a les cas où on n'a pas d'obligation légale et là, c'est à l'organisation de fixer sa durée de conservation une fois le point de départ, par exemple la fin de la relation avec le client ou avec le fournisseur. Donc là, c'est le point de départ ensuite pour la suppression des données. Voilà. Donc, alors, on a eu une question effectivement sur le cas des données base, client, fournisseur, contact, business partner. Donc, cet écran, c'est pour vous montrer la transaction qui bloque les clients et fournisseurs.
enfin, ou plus exactement, qui vérifie que tous les process en cours pour un client ou un fournisseur sont bien terminés et qui va nous permettre de finaliser les process qui ne sont pas finalisés. Donc, c'est cette transaction qui a été créée spécifiquement, c'est une des deux transactions que SAP a créées pour le RGPD dans le cadre de SAP ILM. C'est le SAP Blocking, c'est ce qui permet de véritablement bloquer un client ou un fournisseur pour l'utilisation au quotidien. C'est le ILM Blocking dont j'avais parlé dont je vous avais parlé au départ. Est-il possible de supprimer les données d'un ERP SAP? Donc là, c'est une question qui est intéressante. Je reprendrai, si vous le voulez bien, les questions à la fin de autant que possible à la fin de la session. Par contre, on va rajouter une question. Ce sera la dernière. Qu'est-ce qui vous semble être le principal frein à la mise en conformité des durées de conservation dans SAP? Complexité, coût, complexité et coût, ou simplement le fait que vous n'avez pas de besoin, vous ne voyez pas l'intérêt de le faire dans un ERP. Donc, à force de laisser de côté les ERP, on a eu une légende urbaine qui s'est constituée dans ce pays, pas seulement d'ailleurs. On nous dit que supprimer les données d'un ERP SAP serait impossible. Alors, c'est pas que c'est impossible, c'est un peu compliqué, mais il y a des prérequis. Et malheureusement, il y a plusieurs prérequis. Donc, si vous voulez bien, on va les regarder ensemble. Alors, d'abord, c'est la première colonne, il ne faut pas se tromper d'expertise. Il y a des gens qui vont vous proposer de ne pas s'attarder avec les gens du métier, mais de regarder les données SAP qui potentiellement présentent des données personnelles. Je trouve cette approche un peu ahurissante, parce que les résultats sont toujours les mêmes, puisqu'on ne s'intéresse pas à votre métier. Alors, les résultats, c'est une centaine d'objets d'archivage, 4 à 500 tables potentiellement impactées en plus de ces objets d'archivage, et un périmètre projet de 4 millions d'euros. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. À mon avis, à notre avis, il faut faire tout le contraire. Il faut partir de vos métiers, de vos risques. Ça n'a rien à voir avec l'informatique. Et ça va réduire votre coût projet. La première chose, une bonne expertise. La deuxième chose, donc deuxième colonne, il faut déjà savoir faire de l'archivage. Il faut savoir enlever 95% des données, c'est-à-dire qu'il faut une robuste compétence en archivage, parce qu'on va devoir aller, troisième colonne, à 100%. Je vous ai montré, un client peut avoir 1000 ventes, donc peut avoir 10 000 objets liés, c'est un des slides que je vous ai montré avant, et on a besoin de 100% si on veut, à la fin, effectivement être capable de bloquer, de supprimer ce client-là. De bloquer, puis ensuite de supprimer ce client-là. Donc ça demande une certaine compétence. Il y a, pour ceux d'entre vous qui connaissent TJC, vous savez la place que nous avons sur l'archivage des données, et je pense qu'une grande partie, c'est lié aussi à notre méthode. Donc, je n'ai pas le temps de détailler ça, mais pour faire simple, on procède par analyse de gap en lieu et place de phase de validation. Il ne faut pas oublier qu'un utilisateur métier, il n'a pas envie qu'on lui enlève ses données. Il n'y a aucun commercial qui va être super content qu'on lui enlève ses données clients, encore moins si on lui demande de le valider. Ça n'a pas de sens. Donc, la méthodologie est importante si on ne veut pas avoir un projet qui se grippe et qui se bloque. Ensuite, il faut mettre en place la partie SAP ILM dont on parle et probablement traiter des données de base, clients, fournisseurs, salariés, contacts, bien sûr tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, ça fait quand même pas mal de prérequis, il faut non seulement le mettre en production, mais en plus le faire tourner de manière régulière. Donc rien n'est acquis, il faut appliquer ce qui a été prévu et automatiser. Je vais y revenir. Et je vais y revenir, mais d'abord, je vous avais promis de revenir sur les impacts IT que Florence avait identifiés. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Première partie, mise à disposition des personnes concernées d'outils et d'interfaces d'exercice des droits. Alors, on a un outil Audit Extraction Cockpit qui a été conçu initialement pour les contrôles fiscaux informatisés. Donc, si c'est un de vos sujets, on pourra en parler, mais ce n'est pas le sujet du webinaire. On peut utiliser ça. Mais il y a chez SAP, ça fait partie de SAP ILM, un outil, SAP Information Retrieval Framework, qui est là pour ça, qui permet de sortir des informations concernant une master data, un client, un objet, etc. Je ne vais pas vous dire que c'est la solution la plus ergonomique qu'on puisse trouver, mais elle a le mérite d'exister et de marcher.
et de marché. Le deuxième point qu'il y avait, c'est l'impact IT, la capacité de supprimer ou de geler les données personnelles sans supprimer les données personnelles non éligibles. Alors là, il faut un petit temps d'adaptation pour passer de la CNIL ou du règlement à SAP. Gardez à l'esprit qu'SAP est une base de données intégrée et qu'SAP a défini des objets métiers, une commande, un contact, une livraison. Tout ça, ce sont des objets métiers dans SAP. Et parce que c'est intégré, on ne peut pas s'amuser à piquer une donnée, un champ, etc. Ça casserait, entre guillemets, l'intégrité de la base de données. Donc, quand on supprime quelque chose, SAP s'assure qu'on supprime entièrement l'objet. Si on supprime une commande, on supprime toute la commande. Et ça garantit qu'on ait l'intégrité, et SAP fait beaucoup de checks pour s'assurer qu'on ait l'intégrité de la base de données. En pratique, c'est une manière de procéder qui est très logique et qui fonctionne très bien. Il faut juste un peu de temps pour s'y habituer. Donc là, le troisième point de l'impact IT, c'est la capacité à restreindre les accès. La capacité à restreindre les accès aux données, c'est ce que nous avons vu. C'est d'abord la fonction de blocage qui fait partie de SAP ILM, puis les 3 niveaux d'autorisation, les 2 niveaux supplémentaires qu'SAP a rajoutés. Un quatrième point, c'est la capacité à démontrer l'efficacité des mesures prises. Nous, TVC, on propose l'automate d'archivage. Vous avez le logo en haut à droite. C'est un automate d'archivage qui intègre maintenant des fonctionnalités SAP ILM. Donc, c'est une solution logicielle. Elle est certifiée SAP, bien sûr. Elle va vous garantir qu'opérationnellement, vous êtes conforme à ce que vous avez défini. Vous faites ce que vous avez dit et pas seulement dit ce que vous allez faire. Moi, j'appelle cela d'automatisation. TNP, dans son vocabulaire, va inclure ça dans la mise en conformité opérationnelle. Encore une fois, on a des langages différents, mais à la fin, on est sur une concrétisation qui est identique. Alors, petit message personnel, je vois à l'étranger SAP recommander des processus manuels de traitement de suppression des données. En fait, l'idée ici, c'est qu'un informaticien demande à un utilisateur de mettre sa tête sur le bio pour valider la suppression des informations. En gros, on s'assure qu'on a bien trouvé un coupable avant de faire quelque chose dont on n'est pas vraiment sûr, mais qu'on nous a demandé de faire. Nous, on pense que si on a un process qui est bien construit, si on a une vision claire des risques que l'on prend en générant ce processus, bref, si le travail préalable avec les juristes a été correctement fait, on a le droit de faire ce qui a été décidé de faire et on doit faire ce qu'on en a décidé de faire et donc il faut l'automatiser pour être sûr que cela soit fait en conformité opérationnelle. Et je pense qu'on a, il y a bien sûr l'accompagnement conformité. Je pense qu'on a tous compris que c'est pas juste un projet IT, mais qu'il a besoin d'un accompagnement à la conformité. Juste là-dessus, peut-être, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut être capable de faire le lien entre les obligations du texte, les obligations du RGPD ou d'ailleurs d'autres réglementations, et les autres équipes d'ailleurs de l'organisation qui sont concernées, que ce soit le métier, impliquer le DPO, parfois les juristes, les équipes IT bien sûr, et donc comprendre également ce que ça implique, c'est ce que ce texte implique, quand on parlait tout à l'heure d'éligibilité ou pas à une demande d'une personne. Donc voilà, donc il faut avoir cette vision globale qu'on peut apporter sur ce type de projet. Et puis l'autre point que je voulais ajouter, c'est que la conformité peut vraiment être vue comme une opportunité. En tout cas, c'est en ce sens que TNP le voit. D'abord, ça diminue la quantité de données traitées en production et donc en termes de coûts, ça a un avantage et en termes de performance également. Et puis ici, on peut aussi envisager cela dans un projet plus global qui vise à nettoyer par exemple les bases de données pour accélérer le processus de migration vers S4HANA pour ceux qui sont concernés. Oui, on a effectivement plusieurs sujets qui ont pas mal de points communs. Donc, il y a
tellement de choses à dire sur le sujet qu'une conclusion, ça va forcément être incomplet. Donc, on peut parler d'expertise, on peut parler du projet dans son ensemble. Mais je dirais que si vous en êtes au démarrage, la première étape, c'est de permettre de faire une phase d'expertise. Parce que c'est dans la phase d'expertise que vous allez définir si à la fin vous allez arriver au bout ou pas sur un périmètre et un coût raisonnable. Donc l'idée d'une expertise, c'est d'identifier les risques, mais aussi de les filtrer et de réduire le paramètre du projet à venir. C'est aussi pour ça qu'on a voulu, TNP et TJC, parler du RGPD ensemble, parce qu'on pense que mêler nos compétences, ça fait sens pour vous accompagner sur l'ensemble du projet et dans le maintien en conformité. Donc ça clôture nos transparents, nos slides. Donc si vous voulez bien, on va peut-être reprendre. Florence, tu préfères qu'on vienne aux questions ou peut-être les sondages? Oui, on peut parler des sondages. Peut-être ajouter aussi que, alors c'est un projet global en termes de RGPD, puisque, comme on disait tout à l'heure, il faut aussi avoir identifié, classé la donnée. Donc, cet accompagnement, il est vraiment de bout en bout sur tout le projet. Donc ça, c'est aussi un point important qu'il faut avoir en tête. Juste pour ceux que ça intéresse, les slides sont disponibles en replay aussi. Donc, voilà, vous pourrez les revoir si vous le souhaitez ou les diffuser. Donc, je ne suis pas sûr d'être en mesure de visualiser les résultats des questions, par contre. Les résultats des sondages, pardon. Voilà. Par contre, peut-être il y avait une question, Thierry. Je crois que tu y as partiellement répondu. C'était, comme on l'a dit, la gestion de la durée de conservation, ça peut se faire par la gestion par la suppression ou par l'anonymisation. Et donc, ta position, c'est de dire l'anonymisation, c'est plutôt hors production. Par contre, en production, on est sur la suppression. Oui, parce que pour anonymiser en fait dans SAP, il faut qu'on aille attaquer la base de données et très simplement, on ne sait attaquer la base de données. Soit c'est SAP qui fait le code et c'est pas un point qu'il a traité, mais si on est un éditeur tiers, on n'a pas le droit d'attaquer directement les tables standards SAP. On peut attaquer des tables spécifiques, mais pas les tables standards SAP. Et on ne peut pas avoir de solution certifiée pour ça. Et donc, les solutions qui permettent de faire de l'anonymisation sur le marché sont utilisables en copie de production, parce qu'on n'a pas besoin d'une certification en copie de production, mais elles n'ont pas de sens. Enfin, il y a beaucoup de choses dans la maintenance SAP. Et moi, en tant que consultant, je ne peux pas vous suggérer de prendre ce risque-là. Donc, pour moi, l'anonymisation en production ne peut se faire que par des techniques de masking. Donc, et le problème des techniques de masking, il y a des solutions SAP pour ça. Le problème des techniques de masking, c'est qu'il y a tellement de façons dans SAP d'arriver à visualiser une information que prétendre être en mesure de les bloquer toutes va être particulièrement compliqué. On peut bloquer dans un écran un champ, on peut masquer partiellement un champ dans un écran, mais ça ne veut pas dire que vous arriverez à masquer l'accès à cette donnée pour vos utilisateurs. Alors, sur les résultats des sondages, pardon, je t'ai coupé peut-être. Non, juste pour avoir une idée quantitative, un ERP SAP, c'est 64 000 tables. Et dans la vraie vie, un vrai ERP utilise à peu près 13 000 de ces 64 000 tables. Donc, ça vous laisse donner par un combinatoire le nombre de transactions possibles. Il y a plusieurs milliers de transactions possibles. Et chacune de ces transactions a peut-être une dizaine d'écrans, une manière de visualiser de l'information sans compter les techniques de reporting plus classiques, sans compter les développements spécifiques. Donc, essayer de masquer par le biais d'une application, en regardant tous les cas de figure, une information sur un système productif, en pratique, il y a très peu de gens qui s'y essayent. Dans les questions qu'on avait, quel est le principal frein à la mise en conformité des durées de conservation dans SAP? Donc, on a une majorité de réponses sur la complexité et le coût. Oui, peut-être que
moins le périmètre est élevé, moins le coût va être élevé, plus le projet va être simple. Et je pense que la première question, c'est effectivement quels sont les véritables risques pour mon organisation. Je donnais un exemple, même si vos fournisseurs sont majoritairement des entreprises, vous avez inévitablement quelques fournisseurs qui vont être commissaires aux comptes, consultants indépendants, infirmières. Qu'est-ce qu'on fait sur ces périmètres-là? Et là, il y a une vraie question d'analyse de risque. Est-ce que votre commissaire aux comptes, c'est vraiment quelqu'un qui va vous attaquer en justice s'il y a une thématique? Donc, je pense qu'il faut regarder les risques, regarder l'approche que quelqu'un comme Florence peut avoir dans qu'est-ce qui est vraiment risqué pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas, et en fonction de là, faire un périmètre projet qui vous permet d'adresser les risques et pas de vous retrouver avec un projet pharaonique. Alors, on voit que la plupart des personnes qui ont répondu ont plutôt la mise en conformité comme en projet, en fait, hein, dans SAP. Donc, c'est plutôt quelque chose qui est à venir aujourd'hui, qui n'a pas forcément été entamé. D'accord. Si je regarde les questions, donc une question les slides seront-ils disponibles? Oui, les slides seront disponibles ultérieurement, même un enregistrement de cette conférence. Il y a aussi une question sur le budget et la durée des projets qu'on a menés à ce sujet. C'est excessivement... alors, le budget et la durée des projets, c'est excessivement variable. On peut avoir beaucoup de chance. C'est-à-dire que je pense que c'est un cas d'école plus que quelque chose qu'on peut prendre en moyenne, mais on a vu un exemple sur un système SAP où les risques étant tellement limités que véritablement en 20 à 25 jours, on peut traiter le sujet. Mais je dirais que là, on avait vraiment tous les clignotants ouverts. Donc, ça, c'est pas un cas classique. Et vous avez le projet que vous prenez un peu trop tard, enfin que nous prenons un peu trop tard, où on a déjà un large périmètre. Donc là, effectivement, on peut être sur quelque chose de très lourd. Donc c'est excessivement variable. Et je pense que l'essentiel de la complexité du projet se joue dans la phase initiale où il ne faut pas hésiter à se faire aider. La question sur les acteurs de l'entreprise à mobiliser en dehors de l'équipe SAP pour projet, peut-être Florence, je te laisse plutôt aborder ça. Moi, la seule remarque que j'ai à dire, c'est que côté de l'équipe SAP, il faut s'adjoindre des gens qui ont l'habitude de travailler avec d'autres experts. Chez TJC, on a appris ça quand on a commencé sur des données archivées à travailler avec les spécialistes du contrôle fiscal informatisé. Il faut être prêt en tant qu'équipe SAP ou expert SAP à comprendre qu'il y a d'autres experts dans ce bas monde. Et c'est une culture à acquérir, en fait. Florence, tu veux peut-être préciser sur les acteurs de l'entreprise à mobiliser en dehors de l'équipe SAP? Oui, ben, comme je le disais, il y a ce gros travail d'identification en amont qui est à faire. Et donc là, pour connaître quelles sont les catégories de données et leur sensibilité également dans tous les environnements. Et puis après, effectivement, il y a de l'expertise, comme la tienne, Thierry, par rapport à la solution SAP et à la mise en place des règles, voir ce qui est possible de faire ou pas. Bien évidemment, toute la partie, justement, s'accompagner. Alors, le DPO, si vous en avez un, puisqu'il doit quand même, il doit être impliqué, et vous devez aussi avoir la connaissance des référentiels des durées de conservation qui a dû être défini dans votre organisation. Et donc, il faut avoir, bon, c'est un projet, donc il faut aussi avoir un pilotage projet et donc avoir cette capacité à faire le lien. Je crois que c'est essentiel en fait entre tous ces acteurs pour que le projet soit fluide et qu'il n'y ait pas de point de blocage, que ce soit juridique ou autre. En reprenant dans les questions, dans les commentaires sur le chat, le dernier
Dernier point que je vois, c'était sur une réponse à laquelle, sur la troisième question au sondage, un des participants nous dit: je rajouterai dans ma réponse autre l'ignorance des aspects éthiques DSI, que ce soit par les utilisateurs, les responsables DSI ou le propriétaire du système. Si on doit mettre une couche effectivement un peu plus philosophique au-delà des aspects réglementaires, etc., il y a les aspects éthiques DSI, alors qui peut couvrir pas mal de choses. Je pense qu'on a récemment fait un webinaire pour l'équivalent de l'USF en Norvège, et où on a abordé l'aspect du Green IT, et une des thématiques, un des bénéfices, on va dire, du règlement et de son application dans sa PLM, c'est qu'on peut commencer effectivement à supprimer des données un peu anciennes et à réduire la taille de systèmes d'information que par ailleurs on doit garder pendant longtemps, même lorsqu'ils sont devenus des legacy. Donc le fait de réduire les volumétries de nos données dans des systèmes d'information, c'est je ne sais pas si vous pensiez à ça en aspect éthique, mais c'est un des bénéfices à long terme de commencer à appliquer ce genre de technologie, et c'est plutôt une bonne chose. Peut-être, moi, je rajouterais sur les durées de conservation, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on peut avoir des référentiels qui descendent un peu du haut vers le bas, et c'est très important que les métiers soient impliqués, parce que la durée de conservation, enfin, ils sont les premiers impliqués aussi là-dedans. Donc, il faut arriver à concilier cela, c'est-à-dire la durée qui est réellement nécessaire à la réalisation de la finalité, la durée qui est autorisée par la réglementation, et donc mettre en place ensuite les règles en fonction de ça. En fait, concrètement pour les informaticiens, ça veut dire qu'entre TJC et TNP, on a une approche qui va être top-down et bottom-up. À la fois cette analyse de risque, métier, etc., et en même temps, d'un point de vue IT, en regardant ce qu'il y a dans le système, ressortir ce que nous, on pense être des données qui peuvent être impactantes sans porter de jugement de valeur, donner les objets qui correspondent à ça, de manière qu'ensuite les durées de rétention puissent être définies sur la base des objets. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus opérationnel de travailler sur des objets métiers et d'appliquer des durées de rétention que de parler juste du processus au départ. Donc en fait, en mélangeant les deux, on arrive à poser des questions auxquelles les entreprises sont en mesure de répondre, et ça permet d'avancer plus vite. Voilà. Concrètement, on met le nom de l'objet suffisamment tôt dans le process. Ok, je crois qu'on arrive au terme du webinaire. Je pense qu'on a fait le tour des questions, donc effectivement. On va vous remercier pour votre participation. Encore une fois, donc le webinaire est disponible en replay, vous pouvez le voir. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement, on y répondra avec plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.